Et bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Bonjour Siam, bonjour Frédéric. Vous avez tous aujourd'hui la main sur le chat pour pouvoir poser des questions quand vous voulez. Et on y répondra soit au fur et à mesure, soit en direct. Bonjour Élise. Donc là, on va attendre 2-3 minutes avant que des personnes se connectent avec Célina. Et puis on va commencer ce webinaire du jour sur les impacts de la biodiversité. On va tenter de vous faire découvrir avec un angle un petit peu différent de l'angle habituel, pas tellement sous l'angle des chiffres, même si on en fera un petit peu le tour. On sera surtout sur comment concrètement ça a un impact sur la vie de l'entreprise et sur la vie de chacun. Donc, il y a pas mal de gens qui se connectent encore. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Comme je le disais, n'hésitez pas à nous écrire vos questions, vos réactions pendant toute la durée du webinaire. Et puis on répondra soit en direct, soit en fin de webinaire. Webinaire qui est enregistré comme d'habitude. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent, Catherine, Alexandra. Bonjour Joël. Bon, ben, on va commencer. Donc, mais encore merci de nous rejoindre tous aujourd'hui pour ce webinaire qui est dédié à la biodiversité aujourd'hui et que l'on va aborder sous l'angle de l'impact de la biodiversité, les impacts de la biodiversité sur l'activité de votre entreprise, sur l'activité aussi humaine au quotidien. Donc, ce nouveau webinaire est présenté par moi-même, donc je suis Alexandre Cornu, en charge du département Climate Leadership chez Connection Leadership, et puis par Célina. Bonjour. Je suis donc consultante et formatrice chez Connection Leadership. Donc, je travaille avec Alexandre, notamment sur les sujets liés à la biodiversité et à l'eau. Exactement. Et tu peux faire défiler les slides si tu veux. Et donc, Connection Leadership, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, c'est un cabinet qui est spécialiste de la transformation d'entreprise. On intervient sur l'ensemble des sujets de transformation, sur les enjeux digitales, les enjeux RH, tous les enjeux qui sont aujourd'hui importants pour l'avenir et la pérennité des entreprises. Et la transformation, elle prend énormément de formes différentes. Et chez Connection Leadership, on a l'habitude de la traiter de façon holistique, c'est-à-dire en intervenant à la fois sur les enjeux techniques euh, que peut représenter la biodiversité, et puis les enjeux humains, comment faire en sorte que les changements qu'on veut implémenter dans l'entreprise soient durables, soient pérennes, et faire en sorte d'adhérer tout le monde à ces changements-là. L'apport de ces deux pans est indispensable et c'est notre spécialité. C'est le cas aussi pour le sujet, tu peux passer si tu veux. C'est le cas en particulier du sujet sur la biodiversité, sur la transition écologique. Donc là, on a sur l'ensemble des sujets 140 consultants en France qui peuvent intervenir sur l'ensemble des sujets de transformation. Et sur la slide suivante, on voit qu'en fait, les sujets de transition écologique, pour nous, justement, dans cet aspect holistique, ils sont euh, particulièrement techniques et humains. C'est des connaissances que les entreprises n'ont et des compétences que les entreprises n'ont pas forcément encore. Il y a énormément de nouveautés en permanence sur
les enjeux techniques, sur la recherche et développement qui a trait à la transition, sur l'innovation. Il y a énormément de sujets techniques sur la réglementation aussi, qui fait changer forcément la vie de l'entreprise. Donc des connaissances vraiment profondes à adopter dans l'organisation, mais aussi euh, un rôle très très important des émotions et de la conscience qu'on peut avoir pour changer les comportements. Euh, c'est les émotions qui sont à l'origine de ces changements et on les utilise beaucoup dans nos interventions, quelles qu'elles soient, que ce soit du conseil, de la formation ou du coaching. On les utilise pour justement faire bouger les organisations, créer le mouvement, et puis pour faire perdurer aussi ce mouvement dans le temps. Et donc, c'est comme ça qu'on intervient chez Connection Leadership sur la transition. Et donc, pourquoi on a créé ce rendez-vous mensuel, qui est aujourd'hui le cinquième? C'est parce que très souvent, en fait, les entreprises, les personnes en entreprise ne savent pas forcément par où commencer. On peut être perdu face à ces enjeux de transition en général. Euh, et sur la biodiversité, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Finalement, on n'a pas conscience de l'impact que l'entreprise peut avoir sur la biodiversité ou inversement. Euh, on nous a aussi beaucoup demandé des exemples concrets que les entreprises peuvent lancer. Et donc, c'est pour ça qu'on a créé ces webinaires de façon à partager un petit peu le contenu de ce que l'on observe dans la transition écologique dans le milieu des entreprises. Et puis aussi partager des pistes de solutions, soit globales, soit à travers les services qu'on propose. Et on le verra à la fin, notamment à travers des prestations de formation ou de diagnostic. Je vais laisser la main à notre experte du jour, qui est Célina, sur le déroulé de la formation, du webinaire, pardon. N'hésitez pas à poser des questions, surtout. On est là pour y répondre vraiment en direct ou bien en fin de webinaire. Alors, rebonjour à tous, bienvenue. Merci d'être là aujourd'hui. Évidemment, pour moi, c'est un sujet qui est très important dans la transition écologique. La biodiversité, c'est au cœur, on va le voir, du sujet. On va voir pourquoi, on va voir comment. Effectivement, on n'est pas encore en formation, Alexandre. Ce n'est qu'un webinaire, mais j'espère que on aura l'occasion d'en discuter beaucoup plus précisément et beaucoup plus concrètement au sein des formations dont on vous parlera tout à l'heure. Juste en quelques mots, donc moi, je suis biologiste passionnée par les plantes, par la nature, l'environnement, et j'accompagne les entreprises depuis plus de 20 ans sur ces sujets de d'éco-conception, de lien avec la nature, et on va voir particulièrement par rapport à la biodiversité en termes de sourcing et de valorisation de la biodiversité. Mais on va voir aussi que, comme l'a dit Alexandre, c'est à double sens. Alors, déjà en quelques mots, donc la biodiversité, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie la diversité biologique. Ça veut dire qu'il y a trois niveaux. La diversité génétique, donc vous voyez bien qu'au sein d'une même espèce, si on prend l'homme, il y a une diversité génétique qui est très visible. Eh bien, c'est le cas pour toutes les espèces. Un premier périmètre. La diversité des espèces, bien sûr, puisque, comme vous le savez, il existe différentes espèces au sein d'un même genre, au sein d'un même groupe qui se ressemblent. Et puis, on va avoir un troisième périmètre, encore à une échelle supérieure, qui est la diversité des écosystèmes. Donc là, on prend en compte, et c'est intéressant parce qu'on peut vraiment faire le parallèle avec le monde de l'entreprise. La diversité des écosystèmes, c'est tous les écosystèmes qui existent, ce qu'on appelle les biotopes, qui sont les déserts, les montagnes, les prairies, les savanes, etc. Donc, tous les différents écosystèmes qui existent, qui sont des
système, comme le nom l'indique, avec différents éléments, différents composants qui interagissent tous entre eux. Et c'est exactement la raison pour laquelle la biodiversité est intimement liée avec l'activité des entreprises. Parce qu'en fait, l'entreprise n'existe pas en tant que telle de façon isolée. Non, elle est forcément dans un écosystème. On peut parler d'un écosystème économique, les clients, les fournisseurs, les partenaires, bien sûr, mais surtout l'écosystème même naturel. Et on va voir que c'est extrêmement important de bien comprendre et bien prendre conscience de ce lien entre l'activité de l'entreprise et le monde qui l'entoure, le monde naturel, la biodiversité notamment. Donc voilà, pour illustrer ce qu'est la diversité génétique par rapport à la diversité des espèces et à la diversité des écosystèmes. Une image vaut mille mots. Et donc là, on comprend bien qu'on ne parle pas des mêmes choses, ou en tout cas des mêmes périmètres, des mêmes échelles. Voilà, alors pourquoi la biodiversité est si importante? La biodiversité, elle est essentielle pour la stabilité de ces écosystèmes. Elle est au cœur de ces écosystèmes, c'est elle qui les fait fonctionner. Elle est composée de différents éléments, différents individus, du règne animal, végétal, microbien, etc., qui interagissent tous entre eux. Et on va voir qu'elle contribue, cette biodiversité, à fournir des services écologiques qui sont cruciaux pour nous si on se met sous un angle humain, et on va voir ça plus précisément. Euh, et donc, sachant que cette biodiversité va fournir des services, alors c'est un abus un petit peu de langage parce que ce n'est pas la nature ou la biodiversité qui fournissent des services à l'homme, c'est plutôt l'homme qui allait se servir au sein de la biodiversité pour y trouver ce dont il avait besoin. Et on va voir que ces besoins, ce sont les besoins primaires, c'est se loger, c'est se nourrir, c'est s'habiller. Et donc, la nature, la biodiversité répond à ces besoins et l'homme est allé puiser dans la biodiversité tout ce qui pouvait lui être utile pour sa survie. Donc la conservation de la biodiversité, elle est fondamentale pour maintenir les équilibres écologiques, soutenir la vie sur Terre. Ça, ce sont les connaissances que l'on, en général, qui sont déjà bien connues. On sait que la biodiversité, c'est important. On sait aussi, malheureusement, que l'activité de l'homme est impactante, a impacté cette biodiversité. On sait aujourd'hui qu'il y a un effondrement de la biodiversité. Donc, on a vu ce que c'était la diversité biologique, la diversité génétique. Tout simplement, si on parle de la diversité génétique, toute l'alimentation humaine aujourd'hui repose sur moins de 10 variétés de plantes, hein, quand on prend le maïs, le blé, le colza, etc. Aujourd'hui, la diversité biologique, génétique qui est utilisée dans le monde alimentaire est extrêmement réduite. Donc ça, c'est pour ce périmètre de diversité génétique. Mais on sait globalement, et ça, on ne va pas revenir sur tous les détails des chiffres, c'est quelque chose qui aujourd'hui commence à être bien connu, cette prise de conscience qui a été mise en évidence par l'Union internationale sur la conservation de la nature, l'UICN, mais aussi par rapport à des ONG comme WWF, Greenpeace, qui sortent des chiffres alarmants d'ailleurs tous les jours que l'on voit. Donc aujourd'hui, on sait qu'il y a une prise de conscience sur l'activité de l'homme, sur cette biodiversité. On sait qu'on perd énormément de biodiversité. Comme le souligne l'UICN, c'est 27% des espèces évaluées qui sont menacées d'extinction. Et encore, on ne connaît pas encore toutes les espèces, mais ce qu'on sait, c'est que 1 million d'espèces animales et végétales sur 8 millions sont actuellement menacées d'extinction. On sait qu'il y a un déclin des populations. On sait aussi que la déforestation, qui est clairement directement liée à l'activité humaine, représente 10 millions d'hectares de forêts perdues chaque année, ce qui est absolument énorme. Et ce n'est pas uniquement les arbres qui sont présents dans ces forêts, mais c'est tout l'écosystème qui est présent. C'est-à-dire qu'imaginez-vous bien que dans chaque arbre, déjà, vous avez un certain nombre d'animaux, de mammifères, des oiseaux, des insectes, etc., qui vivent. Donc, quand on coupe les arbres, on a souvent l'image des orang-outans dans la forêt indonésienne, par rapport à l'huile de palme dont on parlera. Mais c'est bien plus que ça. C'est vraiment tout l'écosystème et tout ce qu'il contient qui est détruit.
et donc des pertes d'habitat, notamment des zones très sensibles qui sont les zones humides. On a déjà perdu plus de 85% des zones humides qui étaient présentes sur la Terre. Et puis, on entend aussi beaucoup parler des récifs coralliens parce que c'est assez visible. Donc, on voit bien que cet écosystème-là aussi, cet habitat, parce qu'en fait, les récifs coralliens sont des écosystèmes aussi à part entière, eh bien, on sait qu'on en perd énormément chaque année. Donc voilà, ça n'est pas le message d'aujourd'hui. Ce qu'on veut mettre en évidence aujourd'hui, ça va être le lien entre l'entreprise et la biodiversité, mais surtout à quel point l'entreprise est dépendante de la biodiversité. Euh, les, les, En fait, on a un cercle, on a un système où l'entreprise, on va dire le monde économique, a causé la perte comment dire, est en partie une cause de la perte de biodiversité pour les 5 grandes raisons qui sont affichées ici, c'est-à-dire déjà des changements dans l'utilisation des terres. On a parlé de la déforestation, donc notamment pour l'huile de palme ou pour faire pousser du soja qui va nourrir du bétail, par exemple. La monoculture, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, toute l'alimentation humaine repose sur à peu près une dizaine de variétés. Et donc, on fait de la monoculture intensive et ça, évidemment, ça a un impact très fort sur la biodiversité. L'urbanisation et l'artificialisation des sols qui sont aussi très impactants sur la biodiversité et les écosystèmes. On a aussi l'exploitation directe. Hein, vous savez qu'on utilise des ressources animales, des ressources végétales, comme la pêche par exemple. Et en fait, on les utilise tellement qu'aujourd'hui, on est dans des cas de surpêche. Alors, il existe d'autres façons d'élever, par exemple, des poissons. Mais ce qui est sûr, c'est que l'exploitation directe des ressources naturelles et de la biodiversité est extrêmement important dans cette perte de biodiversité. On a évidemment les effets du changement climatique avec des zones, par exemple, qui se désertifient, donc dans lesquelles on va perdre des écosystèmes, des biotopes ou de la biodiversité et de la biodiversité. Les effets de la pollution, donc ça, on est dans les effets directs de l'activité humaine. Et puis aussi des espèces exotiques envahissantes que l'on voit un peu partout dans le monde. Et ça, c'est dû aux échanges, évidemment, aujourd'hui avec la mondialisation. Les échanges sont favorisés, sont beaucoup plus rapides, beaucoup plus facilités, mais ça crée des déséquilibres qui peuvent être très graves. Donc, on sait qu'aujourd'hui, cet impact sur la biodiversité est en train de nous conduire vers une 6e extinction de masse des espèces, de la biodiversité, de la diversité biologique, comme il y a eu la 5e extinction qui était la disparition des dinosaures qui a eu lieu donc il y a 65 millions d'années. Aujourd'hui, en fait, on a un changement qui est extrêmement rapide, qui est accéléré par les activités humaines. Mais aujourd'hui, on a envie de vous parler de ce qui se passe, de l'effet boomerang, en fait, de cet impact négatif, parce que l'activité humaine ayant un impact négatif sur la biodiversité, eh bien, en retour, que se passe-t-il? Cette biodiversité ne va plus pouvoir répondre à nos besoins petit à petit, comme elle l'a fait jusqu'à présent. Donc, pour comprendre justement cet effet boomerang, il faut comprendre ce que sont les services écosystémiques, que j'ai mis entre guillemets parce que, encore une fois, la biodiversité n'a pas choisi de rendre service à l'homme, c'est plutôt l'homme qui se sert tout seul dans la biodiversité. Et donc, selon vous, on a envie de vous poser cette question, justement, on a un chat. Selon vous, quels sont ces services écosystémiques? À quoi ça vous fait penser? Quels sont aujourd'hui, selon vous, les services rendus par la biodiversité à l'homme? Donc, vous avez le chat pour pouvoir répondre et proposer des réponses. Alors, comme je ne vois pas le chat parce que je suis en présentation, je laisse Alexandre prendre la main dessus. N'hésitez pas à proposer donc des idées, des précisions sur ces services donc, qui sont tirés par l'être humain des écosystèmes naturels et qui vont répondre à ses besoins. Donc, ces besoins de bien-être, de santé, mais aussi d'autres types de besoins, comme je vous l'ai dit, les besoins primaires s'alimenter, se nourrir.
On a Voilà, pas mal de qu'est-ce qui... réponses, effectivement. Donc, la dépollution de l'air, la régulation du climat, la pollinisation, l'alimentation, la régulation des espèces nuisibles et envahissantes, l'eau. Mhm, c'est vrai que l'eau aussi, Merci tout à est tous lié. pour ces partages. Les matières premières, l'air respirable, l'alimentation, la photosynthèse, le ruissellement Alors, il y de en a qui ont dû réviser avant, hein, que de bonnes réponses. Très bien. Bon, déjà, l'eau. ça veut dire que ça semble Les plantes assez concret. médicinales aussi, encore une. Ouais, très bien, très bien. Donc, je vois que c'est déjà très concret, donc c'est bien. C'est pas toujours, ce n'est pas toujours quelque chose qui est déjà bien compris par tous, notamment dans le milieu de l'entreprise. Parfois, il peut y avoir un décalage d'ailleurs. À titre personnel, on peut avoir cette sensibilité, et puis dans le monde de l'entreprise, ça peut être un peu différent. On a peut-être du mal à voir ou à comprendre en quoi l'entreprise est tellement dépendante de la biodiversité. Tout dépend des secteurs, mais on va voir que ça concerne beaucoup d'entreprises, beaucoup de secteurs. Et aujourd'hui, on est là aussi pour refaire ce lien. Alors, on parle souvent de reconnexion à la nature sur des plans très différents. Ça peut être aussi bien philosophique, spirituel, économique, etc., personnel, mais aussi économique, justement, pour l'entreprise. Ce lien à la nature, il faut bien reprendre conscience que on est entièrement dépendant de cette nature et de cette biodiversité. Donc, voilà en quelques images les services écosystémiques rendus par la biodiversité, qui sont aussi bien, donc, comme vous l'avez dit, des matières premières, un service d'approvisionnement, approvisionnement en bois, en fibres, en plantes médicinales, en autres matières. Ça peut être très large, puisque ça peut être aussi, par exemple, la cire d'abeille. On en reparlera un petit peu, on verra un exemple. Et donc, toutes ces matières premières, soit que l'on va consommer brutes, soit que l'on va transformer ensuite avec différentes étapes de transformation. Et donc, on reviendra là-dessus avec quelques exemples. Les services culturels, évidemment, puisque ça rentre pleinement dans notre culture, puisqu'on est fondamentalement lié à la nature, bien sûr. Bien sûr, aussi, vous l'avez dit, des services de régulation du cycle du carbone, du cycle de l'eau, mais aussi au niveau météorologique ou climatique, puisque la biodiversité va permettre de réguler la température. C'est aussi pour ça qu'on essaie de remettre de la nature en ville, parce que dans ces espaces ultra urbanisés où on n'a que du métal, du bitume et des surfaces qui captent la chaleur et qui réfléchissent la chaleur. On a des zones comme ça qui sont totalement invivables en période de canicule. Et donc, on essaie de remettre des plantes puisque les plantes vont capter l'humidité, vont apporter de la fraîcheur, etc. Donc, on voit bien que la biodiversité est là aussi pour réguler les températures, l'humidité, capter l'eau, retenir l'eau dans les sols aussi, et donc vont pouvoir avoir un effet sur la régulation aussi du cycle du carbone, donc capter le carbone, mais aussi la qualité de l'eau, pouvoir aussi capter, fixer l'eau, et donc même parfois aussi d'ailleurs fixer les sols hein, pour éviter des glissements de terrain. C'est ce qui se passe avec le vétiver, par exemple, dans certains pays. Donc, des services de provision, c'est-à-dire toutes les matières premières qui sont fournies par les écosystèmes. La nourriture. Donc là, on va prendre un autre angle, c'est-à-dire qu'on parle plus du langue, on ne parle plus de l'angle de la biodiversité, mais on va se tourner sous l'angle humain. Et finalement, comment est-ce qu'on voit tous ces services sous l'angle humain? C'est-à-dire que pour nous, on va pouvoir répondre à nos besoins primaires de nourriture. Donc, tout ce qui est ressources halieutiques comme les poissons, tout ce qui est viande avec le bétail et autres, la chasse éventuellement aussi, les fruits, les légumes, les céréales, que ce soit en cueillette ou en culture. L'eau, bien sûr, puisque l'eau est partie intégrante de ces biotopes, donc on ne peut pas séparer. Bien sûr, on va parler des enjeux de l'eau, on va parler des enjeux de la biodiversité, mais c'est intimement lié, évidemment. Tout ce qui est fibres et matériaux, le bois pour la construction, le bois pour l'ameublement, mais aussi tout ce qui est fibres végétales par exemple, avec le coton, le chanvre, la laine qui est animale,
Et donc, ces matières premières, ces fibres vont servir par exemple, dans tout ce qui est textile, dans tout ce qui est mode. Donc, on va voir ça. On est vraiment dans des matériaux qui nous entourent tous les jours. En termes de santé et de beauté, on va avoir tout ce qui est plantes médicinales, toutes les plantes qui vont contenir des actifs, des composés naturels, bien sûr, et qui vont nous servir pour nous soigner, pour notre bien-être ou pour des applications plus cosmétiques, que ce soit en termes de soins, en termes de maquillage, puisque ce sera utilisé un peu dans tous ces secteurs. On va avoir aussi la biodiversité comme combustible. Le bois de chauffage, le charbon, le pétrole, toutes ces ressources sont issues de la biodiversité et donc de matière organique. Et puis dans les services de régulation, donc on l'a vu, en termes de régulation climatique, la biodiversité absorbe le CO2. Par exemple, dans les forêts, mais il n'y a pas que les forêts, vous avez aussi les microalgues, le phytoplancton, qui sont des êtres unicellulaires, mais chlorophylliens. Donc, c'est à la fois unicellulaire, mais à la fois chlorophylliens comme les plantes. Et donc, cette biodiversité qui est dans les océans va aussi capter le CO2 de manière très importante, comme les forêts, et donc vont aussi permettre la régulation de la température. Donc, en termes météorologiques et en termes climatiques, c'est important. Donc, le rôle de la biodiversité est extrêmement important. Bien sûr, en termes de maladies, donc il va y avoir dans les biotopes une régulation aussi et une défense contre les pathogènes et parasites. Bien sûr, par rapport à l'eau, on en a parlé. La pollinisation, vous l'avez mentionné. Bien sûr que la biodiversité joue un rôle puisque on en parle très souvent par rapport aux abeilles, mais dans les pollinisateurs, il n'y a pas que les abeilles. Vous avez énormément d'insectes qui vont être acteurs dans cette pollinisation. Et il faut bien se rendre compte que la pollinisation, c'est le passage indispensable entre la fleur et le fruit. Ça veut dire que sans pollinisation, on ne peut pas manger de pommes, on ne peut pas manger de tomates. En fait, c'est un impact qui est extrêmement important sur toute l'alimentation. Donc aujourd'hui, c'est pour ça qu'on parle beaucoup des abeilles. C'est un rôle qui est extrêmement important pour notre alimentation, donc nos besoins primaires de survie au niveau humain. Et puis, comme je vous l'ai dit, les racines des plantes permettent de fixer les sols, fixer l'eau, fixer les sols. Et donc ça, c'est important. C'est par exemple utilisé pour fixer les sols dans certaines zones qui ont été déboisées ou dans lesquelles il y a des risques de glissement de terrain. Et c'est utilisé notamment, par exemple, avec le vétiver qui a des racines très, très fortes et très puissantes qui vont permettre d'éviter l'érosion des sols et de fixer les sols. On va avoir les services de soutien. Donc là, ce sont justement tous ces services qui vont être liés au sol. On ne va pas trop s'attarder là-dessus, mais il y a une biodiversité du sol qui est fondamentale, notamment si on parle d'agriculture, si on parle de forêt, en fait de tous les écosystèmes. La biodiversité, elle n'est pas que sur la Terre, elle est dans les océans, elle est dans l'air et elle est aussi dans les sols. Et aujourd'hui, on commence à parler de plus en plus de cette biodiversité des sols qui est essentielle en termes de nutriments et de structure des sols. Puisqu'aujourd'hui, on l'a beaucoup abîmé par la monoculture intensive notamment et une succession d'utilisation de produits chimiques polluants que sont les intrants, donc tout ce qui est pesticides et engrais en succession, et qui ont totalement stérilisé les sols et les ont rendus extrêmement compacts, donc très difficiles ensuite à cultiver. Et puis donc les services culturels qui sont des bénéfices non matériels, le tourisme, les valeurs spirituelles aussi. La biodiversité est présente dans toutes les cultures et donc présente aussi dans toutes les civilisations, les cultures, les sciences, l'éducation, bien entendu. Alors, euh, peut-être qu'on n'en parle pas suffisamment, on parle beaucoup dans la transition écologique de l'eau, de l'énergie, mais la biodiversité est centrale. Vous avez sans doute déjà entendu parler des limites planétaires. Et donc, quand on regarde ces limites planétaires, on ne va pas rentrer dans le détail de chacune ou dans les méthodes de calcul, mais ce qu'on voit tout de suite, c'est que la biodiversité est intimement liée avec ces limites planétaires et, comme vous le voyez sur cette figure, toutes celles qui sont déjà dépassées. Donc, la pollution chimique
a eu un effet direct sur la biodiversité, le changement climatique aussi, puisque par exemple, plus il va y avoir de dérèglements climatiques, inondations ou sécheresse, bah, plus la biodiversité est touchée. Donc ça va être extrêmement important. Encore une fois, ça marche dans les deux sens aussi, puisque plus il y a de biodiversité, plus on peut capter de CO2, plus on peut agir aussi sur le changement climatique. Donc, ne jamais oublier que ça marche dans les deux sens. Bien sûr, quand on prend la limite planétaire de l'intégrité de la biosphère, on est entièrement en train de parler de la biodiversité, hein, de la diversité génétique et diversité fonctionnelle. Les changements d'usage des sols, on l'a vu, c'est pour ça que c'est important de le mentionner. La biodiversité, elle est dans les sols. Donc, quand on abîme les sols ou quand on les artificialise, on impacte directement la biodiversité. Et puis, bien sûr, avec le cycle de l'eau, que ce soit l'eau bleue, l'eau verte, on est par rapport au cycle de l'eau complètement dans la biodiversité. On a parlé des zones humides, donc totalement perturbées. On a parlé des océans. On est complètement dans le cycle de l'eau quand on parle de la biodiversité. Et puis, bien sûr, quand on parle de la perturbation des cycles biogéochimiques, on est également directement lié à la biodiversité. Si on parle de l'acidification des océans, on reparle des coraux, parce que c'est très visible sur les coraux. On reparle aussi de toute la biodiversité qui est dans les océans, dans les mers et dans les océans, qui aujourd'hui est très touchée par l'eutrophisation et par des zones qui sont devenues aujourd'hui complètement vides de biodiversité. Par exemple, le golfe du Mexique, dans laquelle on est dans des zones qui sont totalement mortes. Voilà, donc le but n'est pas de vous déprimer totalement, c'est juste de vous montrer que l'homme a une activité sur la biodiversité, qu'aujourd'hui vous avez un certain nombre de scientifiques qui alertent. Vous avez, comme le GIEC, un groupe de scientifiques qui s'appelle l'IPBS, qui est la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques. C'est donc le GIEC de la biodiversité. Vous pouvez aller voir leurs rapports, leurs travaux, et vous verrez donc à quel point la biodiversité est touchée, comment, où, pourquoi. Et donc, euh, et donc ça vous permet d'aller plus loin. Je voulais citer deux scientifiques qui communiquent beaucoup et très bien sur les enjeux de biodiversité. Ils sont Pierre-Henri Gouillon et Marc-André Sellos, d'ailleurs, qui vient de sortir un livre, et que je vous invite à aller écouter. Il y a pas mal de vidéos sur YouTube, par exemple, des livres qu'ils ont publiés et ils en parlent très, très bien. Et nous, aujourd'hui, le sujet que l'on souhaite aborder et qui est au cœur de cette transition écologique pour les entreprises, et pas uniquement pour les entreprises, pour les nations, pour les régions, pour les collectivités territoriales et même à titre individuel, c'est de se rendre compte que ces enjeux de biodiversité sont extrêmement cruciaux pour les entreprises. Parce que quasiment tous les secteurs sont concernés. Vous l'avez bien compris. Avec les services écosystémiques, on identifie très bien ce que la nature nous apporte, ce dont nous avons besoin. Et encore une fois, ce sont des besoins fondamentaux. C'est se nourrir, c'est se soigner, c'est se loger, c'est se vêtir. Donc on est sur des besoins primaires, on est sur des secteurs qui vont être directement touchés par la biodiversité. Donc, plus on a un impact négatif sur la biodiversité, plus ces secteurs-là seront touchés aussi. Donc, c'est un peu le retour de boomerang où, si on peut le dire autrement, plus on abîme la biodiversité, plus on scie la branche sur laquelle on est assis. Et donc, c'est vrai pour, bien sûr, toutes les industries liées au bois. L'industrie du bois, ça va être la construction, le BTP, mais aussi l'ameublement. Et donc, c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de polémiques et beaucoup d'actions qui sont menées pour sécuriser des approvisionnements. Et je vous invite à regarder les reportages qui existent aujourd'hui sur IKEA, par exemple, qui sont sortis. Voilà, on a des initiatives qui existent sur les forêts durablement gérées, mais ce ne sont pas des sujets qui sont facilement solutionnables. Donc, c'est vraiment une réflexion qu'il faut avoir au sein de l'entreprise de tout ce qu'on utilise comme matière première, comment on l'utilise et comment est-ce qu'on peut rendre aussi à la biodiversité ce qu'on lui emprunte. Par rapport aux fibres, donc on en a parlé, que ce soit le coton, le chanvre, ça peut être la laine en matière animale, on va avoir aussi donc des fibres qui sont
indispensable, hein, bien sûr, pour toute l'industrie textile. Donc, ça va être des rideaux à vos draps, aux canapés, à vos vêtements. Et donc, on va avoir des effets directs sur tous ces secteurs-là qui sont donc extrêmement importants. Euh, Quand on parle des plantes médicinales, c'est-à-dire qu'on parle des plantes qui contiennent des principes actifs qui vont nous permettre de répondre de traiter des problèmes que l'on peut avoir en termes de santé ou de cosmétiques. Et donc, ces molécules, ces plantes vont être à la source de l'innovation pharmaceutique, cosmétique. Donc, si on prend le secteur pharmaceutique, même si la production se fait de façon chimique, eh bien, les sources d'inspiration sont issus de la biodiversité. Les meilleurs anticancéreux proviennent de plantes. Ça peut être l'if, ça peut être la pervenche de Madagascar. Et en fait, des exemples, il en existe des milliers dans l'industrie pharmaceutique ou l'industrie de la santé. On va les retrouver aussi dans tout ce qui est complément alimentaire. Pardon. Pardon. Issus notamment aussi de tout ce qui est médecine traditionnelle, qui sont des très belles sources d'inspiration, médecine traditionnelle chinoise, ayurvédique ou autre. Et donc, on va retrouver toutes ces plantes actives utilisées donc dans l'industrie. On va retrouver aussi la faune et la flore, bien sûr, comme socle de base de toute notre alimentation, puisque j'entends par alimentation ce qui relève de la nutrition et pas des produits transformés ou ultra transformés, voire qui n'ont plus rien à voir avec une vraie alimentation au sens biologique du terme. Et donc, tous les fruits, les légumes et même le bétail, puisque le bétail se nourrit, bien sûr, de céréales, par exemple, eh bien, on va avoir toute notre alimentation qui repose uniquement sur la biodiversité. Et puis, sur la régulation du climat et de la météo, on va avoir d'autres secteurs qui sont concernés, comme les assurances, la banque, l'immobilier, puisque quand on a un nord de la France qui est extrêmement soumis aux inondations ou un sud de la France qui est particulièrement touché par des sécheresses, eh bien, ce sont ces secteurs-là qui vont être directement touchés. Et donc, ils sont impactés et ils sont acteurs aujourd'hui dans le changement parce que ça modifie complètement leur activité économique, même leur business model. Donc, il faut tout repenser. Et puis, bien sûr, au niveau culturel aussi, je vais moins détailler là-dessus, mais effectivement, la biodiversité est aussi partie prenante. Alors, maintenant, au niveau de l'entreprise. Donc, si on regarde ces secteurs qui sont directement touchés, on va se rendre compte qu'aujourd'hui, les choses évoluent, notamment au niveau réglementaire. Donc, il va y avoir le Green Deal au niveau européen, la CSRD qui arrive avec différentes échéances, mais au final, ça va toucher toutes les entreprises. On avait déjà du reporting extra-financier et aujourd'hui, des entreprises qui repensent leur business model de plus en plus en prenant en compte justement cette dépendance à la biodiversité. Ce qui est nouveau, c'est que avec la CSRD, on va parler de double matérialité. C'est-à-dire qu'on va évaluer et mesurer, bien sûr, l'impact que l'entreprise a sur la biodiversité, ce qu'on faisait déjà un petit peu avant, mais ce n'était pas forcément le cas de toutes les entreprises. Mais on va mesurer aussi l'impact qu'a la biodiversité sur l'activité de notre entreprise. Et ça, c'est nouveau. C'est justement cette nouvelle prise de conscience qu'on est à la fois acteur de ces impacts, malheureusement, qu'on veut limiter, mais qu'on est aussi soumis aux répercussions que ça va avoir sur notre activité. Et donc, c'est un sujet qui est assez complexe, bien sûr, puisque ce changement, il va nécessiter la collaboration de différents services de l'entreprise. Il est multidisciplinaire. Il va prendre en compte l'innovation, il va falloir changer les choses, les process, le sourcing, la façon de travailler. Il va falloir aussi faire intervenir le marketing et aussi les achats, puisqu'on va avoir des achats qui vont être plus ou moins responsables. On va parler même au niveau réglementaire de déforestation importée. Donc attention, là où on va acheter nos matières premières, on sent bien que ça va avoir un impact sur l'entreprise et on l'a vu. Donc toutes ces matières premières qui sont utilisées par l'entreprise, eh bien le secteur des achats est
directement acteur et concerné par ces matières premières. Au niveau réglementaire, on l'a vu, ça bouge au niveau européen, au niveau français. Il y a la loi AGEC aussi qui favorise la circularité, l'économie circulaire, la gestion, bien sûr, la meilleure gestion des ressources et des déchets et pour justement favoriser une économie circulaire. Mais les services financiers aussi vont être concernés puisqu'il va y avoir un changement euh, de mentalité, d'approche, de paradigme parfois, de business model peut-être selon les entreprises. Et donc, c'est un levier qui est vraiment intéressant pour les entreprises. C'est un levier, mais c'est aussi une obligation. Voilà. Et donc, on va avoir un plan de transformation dans les entreprises qui va être nécessaire pour organiser cette bascule, ce changement. Et le changement, ce n'est pas un bouton on-off. Donc, il va falloir travailler sur cette transformation. Il va falloir le faire ensemble et avancer ensemble au sein de l'organisation, au sein de l'entreprise pour être beaucoup plus résilient. Donc voilà pour vous illustrer la CSRD. Donc ça, c'est le contenu du nouveau reporting. Et on voit bien que la biodiversité et les écosystèmes font partie donc des items, des critères d'évaluation. Et puis, bien sûr, quand on parle du E3 avec l'eau et les ressources marines, on est aussi directement lié. Mais effectivement, ça représente vraiment euh, un des critères qui est évalué. Alors, comment fait-on pour changer? Évidemment, on ne va pas avoir le temps aujourd'hui de tout développer, mais déjà en quelques mots, identifier les parties prenantes, c'est déjà le premier pas. Mesurer les impacts, puisqu'en plus, ça va devenir obligatoire. Mais c'est important même au-delà de la CSRD de pouvoir le faire au sein de l'entreprise à différents périmètres. Puis établir une stratégie pour atténuer les impacts négatifs et favoriser les impacts positifs. Bien sûr qu'on a envie de limiter nos impacts négatifs, mais on peut aller bien au-delà. Vous avez peut-être déjà entendu parler de l'entreprise régénératrice, de l'économie régénératrice. On peut aller bien au-delà dans le lien entre l'activité de l'entreprise et la biodiversité. Euh, Bien sûr, toujours prendre conscience que plus on limite les impacts négatifs et qu'on favorise les impacts positifs, plus cette biodiversité va nous le rendre puisqu'on en est dépendante. Mettre en place un plan d'action, ça c'est pour la partie concrète. Une fois qu'on sait où on va, qu'on a notre stratégie, on peut mettre en place un plan d'action avec des objectifs qui sont chiffrés, qui sont planifiés, avec des responsables qui sont identifiés. Et puis ensuite, c'est vraiment de la gestion de projet au sens très opérationnel. Alors, comment se passe l'atténuation donc de ces impacts dans l'industrie? On prend en compte les limites planétaires et les services écosystémiques, ça, il faut bien les comprendre dans l'entreprise. On fait cet état des lieux des impacts sur la biodiversité euh, au niveau de l'industrie, ça peut être à l'échelle d'un secteur, mais ça peut être à l'échelle donc de sa propre entreprise. On identifie les facteurs clés de succès pour cette nouvelle stratégie d'atténuation. Et puis, ce qu'on a envie de garantir, c'est l'efficacité, évidemment. On ne va pas mettre en place une stratégie, un plan d'action sans que ce soit mesuré et évalué avec des objectifs pour garantir l'efficacité, donc améliorer les processus, limiter le gaspillage, mesurer aussi son impact sur la biodiversité, sur l'environnement, tout ça, ça peut se mesurer. On ne va pas rentrer trop dans les détails. On l'a dit aussi, favoriser une économie circulaire, donc ça, c'est aussi important de quitter un système linéaire et passer en un système circulaire. Et puis, bien sûr, toujours rester en conformité avec ces nouvelles réglementations au niveau européen et au niveau français. Il faut aussi que ce plan d'action il soit pertinent. On ne fait pas les choses juste pour les mettre dans un rapport extra-financier, on les fait aussi pour que ce soit pertinent. Donc, toujours bien réfléchir à l'impact que chaque action qu'on a envie de proposer va avoir. Et puis, penser en tant que chaîne de valeur, on n'est pas une entreprise isolée. Comme je vous l'ai dit, on est une entreprise dans son écosystème économique aussi, en termes de chaîne de valeur. On a des fournisseurs, on a des clients, on a des partenaires. Il faut embarquer toute la chaîne de valeur pour que ça ait du sens. Et donc ça se fait aussi en mobilisant les personnes dans l'entreprise et aussi les parties prenantes externes. Et puis réfléchir en termes de sobriété, c'est-à-dire que quand on change, on pense de façon plus sobre. Comment est-ce que je peux limiter mon impact sur les ressources,
et puis tout mon système de production, par exemple, pour pouvoir être dans une sobriété et avoir moins d'impact négatif sur la biodiversité. Quelques exemples, on va les voir un petit peu plus en détail. Dans les parfums, les cosmétiques, les arômes, l'agroalimentaire sont des filières qui, qui sont de plus en plus responsables. Et puis, on le voit aussi dans d'autres filières comme l'agroalimentaire. Le but, c'est de limiter les impacts négatifs, sociaux, environnementaux et d'avoir aussi des actions positives. Donc, là, par exemple, un exemple donc, de carte d'or qui communique sur son packaging. Effectivement, il y a énormément de choses qui sont faites sur le packaging. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'innovations là-dessus. Il faut aussi améliorer ce qu'il y a à l'intérieur du packaging. Donc ça, c'est un autre sujet, notamment dans l'agroalimentaire. Je mentionne Nutella pour deux raisons. La première, c'est que dans le Nutella, il y a du cacao. Il y a des noisettes, il y a de l'huile de palme, il y a d'autres choses aussi, mais on va dire que ce sont les ingrédients qui sont sensibles aujourd'hui. Donc, Ferrero possède des champs, des champs de noisetiers pour pouvoir fournir les noisettes, parce que si demain il n'y a plus de noisettes, il n'y a plus de Nutella. La part du cacao est très importante aussi pour toutes les marques, les Kraft, les Mars, Côte d'Or et autres, toutes ces marques vont être extrêmement sensibles justement aux filières cacao parce que c'est leur cœur de métier. Donc, il va y avoir le cacao, qui est aussi une matière première sensible, liée à la biodiversité. Et puis l'huile de palme, parce que, comme vous le savez, c'est un exemple de culture qui a un impact fortement négatif en termes sociaux et environnementaux. Et donc, c'est intéressant de voir que Nutella, par exemple, sur le sourcing lié aux noisettes, ils vont garantir ce sourcing et que en même temps, ce sont des sujets qui sont très sensibles. Ils font sur tout ce qui est noisettes aussi, il y a à la fois des impacts sociaux et environnementaux à évaluer. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails. Un autre exemple dans l'agroalimentaire, Bonduel. Donc Bonduel, d'un côté, supprime l'huile de palme dans ses produits et en même temps, on voit bien le lien avec la biodiversité, c'est-à-dire que si demain, il n'y a plus de petits pois, si demain, il n'y a plus de haricots verts ou de champignons, ou qu'ils sont touchés par une maladie, par exemple, encore une fois, on est beaucoup dans la monoculture, c'est très sensible aux maladies. Si on va aller dans le bio, mais que du coup, on n'utilise pas de pesticides ou plus les mêmes, et qu'on est contaminé, bon, ça pose beaucoup de questions et on voit bien que si demain il n'y a plus de petits pois ou il n'y a plus de haricots verts, eh bien l'activité de Bonduelle est très fortement impactée. C'est un exemple parmi d'autres, bien sûr, mais on voit que Bonduelle a pris le sujet et travaille énormément là-dessus. Travaille aussi avec justement avec les parties prenantes, avec ses fournisseurs, ses producteurs, avec un collectif donc qu'ils ont lancé en 2018 qui s'appelle Nouveau Champ et qui compte aujourd'hui plus de 200 références alimentaires labellisées, 600 producteurs engagés. Donc ça, c'est ce que j'entends par travailler et embarquer toute la filière, c'est que la responsabilité, elle est partagée. Elle est partagée tout au long de la filière et donc c'est en réfléchissant ensemble qu'on améliore le système dans sa globalité. Encore une fois, c'est vraiment faire le lien, le parallèle avec la notion d'écosystème. Un autre exemple, Jordan, qui travaille depuis longtemps aussi sur la biodiversité, la préservation de la biodiversité, puisqu'ils ont une charte enfin plus qu'une charte, avec leurs agriculteurs partenaires, qui les oblige donc à allouer 10% de leurs terres pour favoriser la faune et la flore sauvage, et notamment sur les insectes favoriser les insectes pollinisateurs. Et donc aujourd'hui, ce sont des marques dont l'activité est entièrement liée à la biodiversité. Au-delà du côté industrie agroalimentaire, on est sur de la transformation de biodiversité directement. Et donc, sans cette biodiversité et sans une biodiversité saine et vraiment une diversité biologique, comme on l'a défini au départ, eh bien, et ces marques-là disparaissent et notre alimentation disparaît aussi. Un autre exemple un peu différent, on quitte le secteur agroalimentaire, on entre dans l'aspect cosmétique et parfum. LVMH avec Guerlain et puis bien d'autres, Chanel, bien d'autres industriels travaillent justement sur des sourcings de plantes, donc des approvisionnements de plantes, sur lesquels ils évaluent les impacts euh,
environnementaux et sociaux, avec des référentiels, des standards qui sont reconnus à l'international et qui vont permettre donc d'évaluer leur impact sociaux et environnementaux sur cette biodiversité. Pourquoi? Parce que si demain on n'a plus de vanille, d'ylang-ylang, de rose, de jasmin, eh bien c'est toute l'industrie du parfum qui en pâtit. Donc, encore une fois, ce sont des industries qui dépendent entièrement de la biodiversité. Et encore une fois, on réfléchit en termes de chaîne de valeur avec les partenaires, avec les fournisseurs, avec les producteurs de plantes. Mustela, notre exemple aussi, qui travaille par exemple sur l'avocat, qui fait plein d'autres efforts aussi en termes de packaging, qui vient donc d'arrêter ses lingettes parce que ça avait un impact qui était très négatif sur l'environnement, donc les lingettes jetables, et donc qui était un acte fort d'ailleurs parce que c'est un de leurs produits phares et donc qui travaillent sur des actifs issus de l'avocat et ils vont choisir donc de travailler sur des avocats qui sont des écarts de tri, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas gardés pour l'alimentation, qui sont tordus, qui sont moches. Vous savez, vous connaissez l'histoire des légumes moches, donc il y en a beaucoup et il y a un énorme gâchis par rapport à ça. Donc aujourd'hui, toutes les initiatives qui permettent de valoriser et d'utiliser plutôt que de jeter à la poubelle des fruits, des légumes qui sont moches ou qui ne seraient pas gardés pour conserver pour l'alimentaire, eh bien, on peut en faire beaucoup de choses et toutes ces initiatives-là sont très vertueuses. Alors, pour aller plus loin dans le changement, au-delà de la conformité réglementaire dont on a parlé, le Green Deal, la CSRD, la loi AGEC et d'autres, eh bien, il faut réfléchir le produit de façon systémique, comme dans la nature, parce que on ne peut pas différencier les différentes fonctionnalités, les différents acteurs de la chaîne de valeur. Tous les enjeux, tous les acteurs, toutes les parties prenantes sont interconnectés et sont concernés. Donc, comme je vous le disais, c'est une responsabilité qui est partagée par tous. Euh, Juste une petite mention sur le biomimétisme, puisqu'on peut s'inspirer beaucoup de ce qui se passe dans la nature pour trouver des solutions. Donc ça, c'est vraiment aussi une source d'inspiration. On peut aller au-delà de la limitation des impacts négatifs, mais aller dans la régénération des écosystèmes et de la biodiversité pour avoir un impact positif et justement avoir cette double approche entre opportunité et risque. Oui, la biodiversité peut représenter un risque quand notre activité économique est entièrement dépendante ou directement, indirectement, partiellement ou entièrement dépendante de la biodiversité. Et ce sont aussi des opportunités pour l'entreprise. Alors, deuxième petite question qu'on souhaitait vous poser. Vous, dans votre entreprise, quel est le niveau de prise en compte de l'importance de la biodiversité sur votre activité? Où en êtes-vous dans votre entreprise? Est-ce que cette prise de conscience, elle est aujourd'hui encore très en amont, assez peu abordée? Ou est-ce qu'elle est déjà prise en considération? Est-ce qu'elle sert déjà aujourd'hui de moteur dans l'entreprise pour saisir de nouvelles opportunités comme levier d'innovation, levier de développement? Voilà. Et puis, si vous avez des exemples concrets, eh bien, n'hésitez pas à nous les partager. C'est toujours sympathique et intéressant et riche pour tout le monde de pouvoir partager des exemples concrets. Donc, encore une fois, vous avez le chat pour pouvoir répondre là-dessus. Je laisse la main à Alexandre sur le chat. Bon, merci à tous pour votre partage. Vous avez sur votre entreprise un niveau de prise en compte de la biodiversité à nous partager. On est preneur. Et puis, il nous reste assez peu de temps. Donc, le temps que vous nous Oui, je suis partagez désolée, ça, on Alexandre, va... j'ai beaucoup Ouais, parlé. t'inquiète pas, c'est très bien. Non, je t'avais dit, C'est n'hésite pas à très m'interrompre parce intéressant. que voilà, C'était c'est un très, très sujet intéressant. Donc, passionnant. on va passer à la suite. Je vais passer à la slide suivante. Et en attendant, vous pouvez toujours répondre à la question. Merci Joël pour le partage. Effectivement, autre exemple d'interface qui est une entreprise qui intervient beaucoup sur l'ensemble de sa réflexion au modèle économique et probablement sur la biodiversité. Donc merci pour le partage. Célina, je te laisse passer la slide suivante. Oui, pardon.
Donc, la dernière partie est destinée plus à comment faire maintenant, comment Connection Leadership peut vous aider à tout niveau de maturité sur les enjeux de transition écologique en général, dont la biodiversité fait partie. Et on va faire un petit focus sur un catalogue de formation qu'on met à disposition de nos clients, qui est donc destiné à vous faire avancer, à faire avancer les entreprises sur les enjeux de sensibilisation, sur la capacité à, à se mobiliser, oui, à mobiliser des personnes en interne sur les enjeux de transition et la capacité à déployer des plans d'action peut-être plus ambitieux avec des plans d'investissement. Donc, on a en tout plus de 40 programmes de formation dans notre catalogue sur les enjeux de transition écologique. Je peux passer à la slide suivante si tu veux. Et on a Pascal Gunépin, merci beaucoup de nous partager ça, qui nous dit qu'elle préserve les arbres présents sur le terrain et que vous avez planté des oliviers qui nécessitent moins d'eau. Vous avez aussi des actions pour la réutilisation de l'eau, donc bravo pour ça. Et acheter du papier labellisé FSC. Merci pour ce partage, merci beaucoup. Donc pour continuer sur le sujet des formations et sur le premier niveau, ben, il y a notamment des fresques qui existent pour sensibiliser sur l'ensemble des enjeux de la transition écologique, pour commencer à réfléchir à des actions concrètes aussi pour votre entreprise. Parmi celles-ci, il y a la fresque de la biodiversité, justement, donc qui reprend des éléments qu'on a vus aujourd'hui pour mieux comprendre les imbrications, les, in- oui, les imbrications, pardon, et les causes-conséquences Oui, entre oui. les, les dérèglements climatiques et entre, pardon, les dérèglements de la biodiversité et les conséquences pour l'homme, pour l'activité économique. C'est à chaque fois des ateliers qui permettent aussi de commencer à réfléchir donc à des solutions. Et on peut passer. Donc, comme je le disais, plus de 45 programmes au total qui sont destinés à tout type de niveau de responsabilité. Ils sont disponibles en inter, en intra-entreprise, avec une approche conseil, une approche personnalisée vraiment. Comme on est un cabinet de conseil, on se sert aussi de la formation pour construire des parcours qui vont permettre de faire avancer vraiment le sujet chez vous et de pas simplement s'arrêter à une formation descendante, mais bien à de la co-construction en formation. Ces parcours, par exemple, on a un exemple ici, ça peut être commencer par construire son plan de transition écologique. Ensuite, donc un parcours qui est destiné plutôt aux dirigeants, au top management, où on va construire en 2 jours le plan de transition. Ensuite, on peut sensibiliser les collaborateurs avec des fresques, par exemple, et ensuite former les autres personnes de l'organisation à devenir, par exemple, leader de cette transition ou les former aussi sur certains sujets comme la biodiversité. Et là, je te laisse la main, Célina, pour présenter ce programme-là. Oui, du coup, je reprends la main sur sur cette formation qui concerne les sols et la biodiversité. L'idée, c'est vraiment de comprendre les enjeux, les impacts. Notamment, ça va être le début de cette formation. On va sensibiliser justement sur les causes et les pertes de biodiversité, l'appauvrissement des sols, donc le pourquoi. Et puis ensuite, on va passer donc à ces problématiques de biodiversité et de sol élargies, élargies donc au système, aux limites planétaires, aux objectifs de développement durable. Donc, bien remettre ça dans le contexte international, national, et appréhender donc ces impacts qui soient écologiques, économiques, géopolitiques aussi beaucoup, et sociaux. Et puis, dans la partie 3 et 4, on va rentrer beaucoup plus dans le concret, c'est-à-dire s'approprier une stratégie, des pistes d'action, et puis aller voir aussi quels sont les bons exemples, plutôt les exemples, pardon, de bonnes pratiques qui existent aujourd'hui dans l'industrie. Il y en a plusieurs, on peut s'en inspirer parce que parfois, d'abord, on ne sait pas ce que disait Alexandre, parfois on ne sait pas où on veut aller. Une fois qu'on sait où on veut aller, on ne sait pas forcément comment y aller. Et donc, s'inspirer et aller faire une veille
des bonnes pratiques qui existent déjà, eh bien, ça permet déjà de donner des idées. On peut ensuite passer à la quatrième partie qui est de recentraliser. Donc, on a cette stratégie, cette vision en entonnoir où on part du plus global au secteur, à son entreprise. Et donc, dans l'entreprise, comment faire pour mettre ça en place, avec qui, comment, à quelle échéance, sur quel objectif. Et l'idée, c'est de repartir avec une feuille de route à la fin de cette formation, donc d'aller vraiment dans le concret. Exactement. C'est le sujet de l'ensemble de nos formations, c'est vraiment de terminer toujours sur du concret et de s'approcher donc du concept enfin, c'est le concept des formations actions finalement, avec toujours du concret en fin de formation. Et puis, dernière chose à vous partager avant que l'on se quitte, c'est un dispositif alors qui est avec l'OPCO2I en particulier, mais que l'on mène avec d'autres entreprises. C'est la slide juste avant. C'est un système de diagnostic compétences transition écologique, la slide juste avant. Et donc, en fait, on a la possibilité de vous accompagner sur avec un diagnostic, quelles sont les étapes que vous pouvez, sous forme de conseils, en fait, quelles sont les étapes par lesquelles vous pouvez passer pour bâtir un plan de transition, le mettre en œuvre, le déployer au sein de vos équipes, tout en déployant en parallèle l'organisation RH, les compétences qui vont vous permettre de déployer ce plan. Donc ça fait partie des dispositifs qu'on met en avant pour permettre à une entreprise d'accompagner son accélération sur les enjeux de transition. Euh, sur ce dispositif-là, on fait des focus à la fois sur les enjeux de transition qui sont clés pour l'entreprise avec des plans d'action dédiés et puis sur les compétences clés aussi en lien avec le secteur, en lien avec ce plan d'action qui est décidé, les compétences qui vont être développées donc en particulier par de la formation, par du recrutement, par de la mobilité interne, par tous les moyens possibles. Et donc ça, c'est un diagnostic qui finalement ne s'arrête pas au diagnostic de la situation actuelle, mais va bien plus loin avec une vraie mise en action et une mise en transformation. Merci pour vos messages, Élise et Frédéric, qui nous quittaient maintenant. Et donc, oui, pour conclure, bah, pourquoi se lancer dès maintenant, que ce soit dans le sujet de la biodiversité que l'on vient de voir, pourquoi se préoccuper dès maintenant de cela, ou plus largement des enjeux de transition. Bah, tout simplement parce que les entreprises et vous êtes confrontés à des enjeux qui peuvent être à la fois directs et indirects. Et donc, c'est important de se pencher dès maintenant sur ces questions, directement, puisque soit par de la sobriété, vous allez pouvoir faire d'économies, soit par l'efficacité, vous allez pouvoir faire des économies. Euh, Directement aussi, puisque ce sont des choses qui ont un impact sur le marché, avec des demandes de plus en plus fréquentes de la part des clients, notamment dans le B2B, quand vous avez une grande entreprise qui est votre commanditaire, vous êtes de plus en plus soumis à des cahiers des charges rigoureux sur les enjeux de transition. Donc, si ce n'est pas encore le cas, sachez que c'est le cas pour vraiment de plus en plus de commandes aujourd'hui. Et donc, il faut anticiper puisque c'est demain quelque chose qui pourrait priver de marché et priver de clients. Euh, Ça peut être aussi une opportunité que d'être le premier à faire le mouvement sur un client et de se créer une sorte d'océan bleu par la même occasion. Évidemment, il y a l'aspect obligatoire et réglementaire qu'on a vu. Si vous ne l'êtes pas encore, sachez que la réglementation évolue très vite. Et donc, il est toujours intéressant d'anticiper sur les réglementations. Et puis, tout simplement aussi, puisque en termes d'impact et en termes positifs, euh, avoir une politique de transition écologique, ça devient quelque chose de quasiment indispensable pour avoir une certaine attractivité. On a parlé de marché donc auprès des clients, mais aussi une attractivité auprès de l'ensemble des parties prenantes que peuvent être de futurs recrues, que peuvent être des partenaires, que peuvent être
des financeurs au niveau local. Toutes les parties prenantes sont de plus en plus attachées à ces enjeux d'impact en général. Donc voilà, je crois qu'on a fini pour aujourd'hui. Moi, j'ai trouvé ça passionnant. Merci, Célina. Et donc, merci à tous pour votre participation active, pour ces différents partages. On avait Joël aussi qui nous a partagé les exemples d'Ulteria, une entreprise qui s'est engagée sur des, euh, des mesures de biodiversité, ou encore Epalia qui fait des palettes logistiques. Et Merci beaucoup, pardon. J'en profite aussi. Merci à vous d'avoir été présent aujourd'hui, d'avoir participé et merci pour votre écoute. Voilà, j'espère que le sujet vous a intéressé. merci encore. Et puis, vous recevrez tous effectivement un petit mail avec le replay très rapidement. À bientôt et à la prochaine, oui, pour le prochain webinaire qui sera maintenant à la rentrée. Au revoir. Au revoir, bonne journée.